Chapitre 12. C'était épouvantable dans la forêt. J'ai raconté, ou peut-être ne l'ai-je pas dit, car ma mémoire n'est pas très fidèle ces jours-ci, que j'avais été extrêmement flatté quand mes 3 compagnons m'avaient remercié d'avoir sauvé la situation, ou du moins de l'avoir grandement améliorée. J'étais le Benjamin de l'équipe, le plus jeune sur les plans non seulement de l'âge, mais aussi de l'expérience, du caractère, du savoir, de tout ce qui fait un homme. Aussi avais-je été quelque peu éclipsé au début. Mais maintenant, j'entrais en possession de ma personnalité. Cette idée me réchauffait le cœur. Hélas, ce contentement vaniteux accrut la confiance que je me portais, et il s'ensuivit la plus atroce aventure de ma vie. Une commotion qui me soulève encore le cœur quand j'y pense. Voilà les faits. J'avais été exagérément excité par mes découvertes au fait de l'arbre. Et le sommeil me fuyait. Summerlee était de garde, il était assis auprès de notre petit feu, voûté, sec, pittoresque avec sa barbiche pointue qui s'agitait au moindre geste de la tête. Lord John, enveloppé dans son poncho sud-américain, était allongé en silence. Challenger alternait le roulement du tonnerre avec une maigre crécelle. Ses ronflements se répercutaient dans les bois. La pleine lune brillait, l'air était frisqué. Quelle nuit idéale pour la marche. Soudain, une pensée me traversait l'esprit. Pourquoi pas, si je sortais furtivement, si je descendais jusqu'au lac central, si je rentrais à l'heure du petit déjeuner avec un bon rapport sur les lieux, ne serais-je pas alors un associé valable, définitivement valable? Si Summerlee gagnait la bataille et si un moyen de descendre était trouvé, nous reviendrions à Londres avec une connaissance directe de tous les mystères du centre du plateau où moi seul, parmi tous les hommes, j'aurais pénétré. Je pensais à Gladys, à sa phrase « Tout autour de nous, des héroïsmes nous invite ». Il me semblait encore l'entendre. Je songeais aussi à McArdle. Quelle magnifique 3 colonnes dans le journal. Quel départ pour ma carrière. Lors de la prochaine guerre, je serai sûrement désigné comme correspondant aux armées. Je saisis un fusil et, mes poches pleines de cartouches, j'écartai les buissons épineux à la porte de notre zareba, et je me trouvai dehors. Mon dernier regard à l'intérieur me prouva que Summerlee était la plus négligente des sentinelles. Mécaniquement, il dodelinait de la tête au-dessus du feu, dans une inconscience totale. Je n'avais pas franchi une centaine de mètres que je commençais à me repentir de mon audace. Je crois l'avoir déjà dit, je suis trop imaginatif pour être réellement courageux. Mais d'autre part, ce que je redoute le plus, c'est de paraître avoir peur. Voilà la force qui me poussa à avancer malgré tout. Je ne pouvais plus rentrer au camp sans résultat. Même si mes camarades ignoraient tout de mes faiblesses, mon âme serait toujours ternie par le souvenir intolérable d'une lâcheté. Réflexion qui ne m'empêchait pas de frissonner, étant donné la position où je m'étais placé. J'aurais volontiers donné tout ce que je possédais pour m'être acquitté de ma mission. C'était épouvantable dans la forêt. Les arbres poussaient si serrés, leur feuillage s'étendait sur une telle largeur et si haut que je ne voyais même plus le clair de lune. Sauf par endroits où les branches légèrement écartées me permettaient d'apercevoir le ciel en filigrane. Quand les yeux s'habituent à l'obscurité, on apprend qu'il existe différentes formes, divers degrés dans le noir des arbres. Certains de ceux-ci étaient confusément visibles. Entre eux, je vis des plaques noires comme du charbon, qui pouvaient être des orifices de cavernes, et je m'en écartais avec horreur. Je me rappelais le cri désespéré de l'iguanodon mis à la torture, ce cri de mort dont l'écho avait ameuté les bois. Je pensais aussi à la vision que m'avait offerte la torche enflammée de Lord John, un mufle bouffi, pustuleux, bavant de sang. J'arpentais maintenant son terrain de chasse. À tout instant, il pouvait surgir de l'ombre et me sauter dessus, ce monstre horrible, hors de toute classification zoologique. Je m'arrêtai, pris une cartouche dans ma poche et ouvris la culasse de mon fusil. En touchant le levier, mon cœur vacilla. C'était le fusil de chasse, et non un fusil d'armes que j'avais emporté. De nouveau, je faillis revenir en arrière. N'avais-je pas là une excellente excuse pour ma défaillance? Personne ne s'aviserait de me donner tort. Et pourtant, mon fol orgueil l'emporta. Je ne pouvais pas, je ne devais pas reculer. Après tout, un vrai fusil ne m'aurait guère été plus utile en face des dangers qui me guettaient. Si je revenais au camp pour changer d'arme, je ne pourrais pas entrer et sortir sans être vu. Je serais alors obligé de m'expliquer et c'en serait fini de mes tentatives personnelles.
Après une hésitation que chacun comprendra, je repris courage, et ma route, avec mon fusil inutile sous le bras. L'obscurité de la forêt avait été épouvantable, mais pire était la blanche et fade lumière de la lune sur la clairière aux iguanodons. Cachée derrière un buisson, je la regardais. Aucune des grandes brutes dont nous avions fait connaissance n'était en vue. Peut-être la tragédie qui s'était abattue sur l'un d'eux les avait-il décidés à partir ailleurs. Dans cette nuit brumeuse et argentée, rien ne donnait signe de vie. Je m'enhardis donc, traversai rapidement la clairière et suivis le ruisseau à travers la jungle. Le joyeux compagnon que j'avais là. Il glougloutait, chantait, comme cette chère rivière à truites de mon pays où, dans mon enfance, j'avais si souvent pêché la nuit. En le suivant, j'arriverai sûrement au lac. Et en le suivant à mon retour, je retrouverai non moins sûrement le fort Challenger. Souvent, je le perdais de vue quand il courait sous les buissons et les fougères. Mais sa chanson cristalline me ramenait invinciblement vers lui. Au fur et à mesure que je descendais la pente, les bois s'éclaircissaient, et les arbustes entourant occasionnellement de gros arbres avaient remplacé la forêt. Je progressais donc rapidement, car je pouvais voir sans être vu. En passant près du marais aux ptérodactyles, un grand battement d'ailes se fit entendre. L'un de ces grands animaux, son envergure pouvait avoir 8 mètres, s'était envolé non loin et planait dans les airs. Il passa entre la lune et moi. La lumière de la lune brillait à travers ses ailes membraneuses. On aurait dit un squelette volant. Je m'accroupis parmi les buissons, car une expérience récente m'avait appris qu'un simple cri de cette brute rassemblerait une centaine de ses congénères maudits. J'attendis qu'il se fût éloigné pour poursuivre ma marche en avant. La nuit, jusqu'ici, avait été extrêmement calme, mais je ne tardais pas à entendre quelque part devant moi un grondement sourd, un murmure continuel. Plus je m'avançais, plus ce bruit augmentait d'intensité. Lorsque je m'arrêtais, il ne cessait pas et demeurait constant. Il semblait donc provenir d'une source immobile. J'essayais de lui trouver une comparaison, peut-être une casserole en ébullition. Bientôt, je découvris ce dont il s'agissait. Au milieu d'une petite clairière, je trouvai un lac, ou plutôt un étang, car il n'était pas plus grand que le bassin de la fontaine de Trafalgar Square. Mais la matière qu'il contenait était noire comme de la poix, et sa surface se soulevait, puis retombait sous forme de grosses bulles de gaz qui crevaient. Au-dessus, l'air miroitait sous la chaleur, et tout autour, la terre était brûlante. Je ne pouvais même pas poser ma main dessus. Il était évident que la grande explosion volcanique qui avait soulevé ce singulier plateau il y avait si longtemps n'avait pas tout à fait épuisé ses forces. Des rocs noircis, des monceaux de lave nous étaient souvent apparus au milieu de la végétation luxuriante, mais cette mare de goudron dans la jungle était le premier symptôme que nous possédions de la persistance d'activité sur les pentes de l'ancien cratère. Je n'avais pas le temps de l'examiner plus attentivement car je devais me hâter pour être dès l'aube de retour au camp. Ce fut une promenade extraordinaire dont je conserverai le souvenir jusqu'à mon dernier jour. Lorsque je rencontrai les clairières baignées de lune, je les contournai en rampant dans l'ombre. Dans la jungle, je marchais presque à 4 pattes et stoppais le cœur battant quand j'entendais des bruits de branches cassées que provoquait sans doute le passage de grosses bêtes. De temps à autre, de grandes silhouettes surgissaient indistinctement dans la nuit et disparaissaient. Des silhouettes massives, silencieuses, qui rôdaient pour leur chasse sans faire de bruit. Le nombre de fois où je m'arrêtais pour me répéter qu'aller plus avant serait une folie est incalculable. Cependant, l'orgueil l'emporta sur la peur, et chaque fois je repartis en avant pour atteindre mon but. Enfin, à ma montre il était 1h du matin. Je vis de l'eau qui brillait à travers le bout de ma jungle. 10 minutes plus tard, j'étais devant les roseaux qui ceinturaient le lac central. J'avais très soif. Je me penchai au-dessus de l'eau et j'en bus plusieurs gorgées. Elle était glacée. À l'endroit où je me trouvais, il y avait une sorte de piste large, avec toutes sortes de traces et d'empreintes. Sans aucun doute, j'étais devant l'abreuvoir naturel des hôtes terribles et mystérieux de ce plateau. Au bord du lac se dressait un gros bloc de lave isolé. Je l'escaladai et j'eus ainsi une vue très complète des environs. La première chose que je distinguai me remplit de stupéfaction. Quand j'avais décrit le panorama que j'avais observé du haut de mon grand arbre, j'avais dit que sur l'escarpement j'avais repéré un certain nombre de taches noires, que j'avais assimilées à des entrées de cavernes. Maintenant, en regardant vers ces mêmes rochers, je voyais des disques lumineux,
orientés dans toutes les directions, comme les hublots d'un transatlantique la nuit. Pendant un moment, je crus qu'il s'agissait d'éclats de lave provenant d'une action volcanique quelconque, mais c'était impossible. Une action volcanique se produirait dans un creux, et non à mi-hauteur de l'escarpement. Alors quelle hypothèse hasarder? Une seule, qui était merveilleuse, mais qui devait être vraie. Ces taches rougeâtres devaient être des reflets de feu à l'intérieur des cavernes, de feu que seule pouvait allumer la main de l'homme. Y avait-il donc des êtres humains sur le plateau? Ah, comme mon expédition s'en trouvait justifiée! Que de nouvelles à rapporter à Londres! Un bon moment, je demeurai à contempler ces taches rouges, frissonnantes de lumière. Je suppose qu'elles devaient se situer à une quinzaine de kilomètres de là, mais même à cette distance, je pouvais remarquer que, par intervalles, elles clignotaient ou s'occultaient comme si quelqu'un passait devant elles. Que j'aurais donc voulu pouvoir ramper jusque-là, jeter un œil indiscret par l'ouverture de ces cavernes et faire à mes compagnons un rapport circonstancié sur l'aspect et le caractère de la race qui vivait dans un endroit aussi étrange. Il n'en était pas question pour l'instant. Mais pouvions-nous quitter le plateau sans avoir éclairci ce point capital? Le lac Gladys, mon lac, s'étendait devant moi telle une nappe de mercure. La lune s'y reflétait paisiblement en son centre. Il était peu profond, car plusieurs bancs de sable émergeaient au-dessus de l'eau. Partout sur sa surface calme, des signes de vie apparaissaient, soit des anneaux ou des rides à la surface, soit le saut d'un grand poisson argenté, soit le dos arrondi et ardoisé de quelque monstre en promenade. Sur un banc de sable, j'aperçus un animal que j'apparentais à un cygne géant, avec un corps lourd et un cou long et flexible qui se traînait sur le bord. Il plongea bientôt sa tête, au bout de son long cou, ondulé sous l'eau. Puis il plongea plus profondément et je ne le vis plus. Mon attention dut se porter plus près, sous mes pieds. 2 animaux, de la taille de gros tatous, étaient descendus à l'abreuvoir. Accroupis au bord de l'eau, ils lapaient consciencieusement avec leur langue rouge, puis un cerf gigantesque avec des bois en rameaux, bête splendide qui avait le maintien d'un roi, s'approchant en compagnie de sa biche et de 2 fans. Ils burent côte à côte avec les tatous. Je ne connais pas de cerf semblable. L'élan ou l'orignal lui serait venu à l'épaule. Il poussa un petit brammement d'alerte et s'enfuit parmi les roseaux avec sa famille et les 2 tatous. Sans doute pour se mettre à l'abri, car un nouvel arrivant, un animal extraordinaire, descendait à son tour la piste. Pendant quelques instants, je me demandais où j'avais pu voir cette forme lourde et dégingandée. Ce dos voûté, avec des franges triangulaires, cette étrange tête d'oiseau près du sol. Puis soudain j'eus un éclair. C'était le stégosaure. C'était l'animal même que Mapplewhite avait dessiné dans son album de croquis et qui avait tout de suite captivé l'attention de Challenger. C'était lui, peut-être le même que l'Américain avait rencontré. Sous son poids formidable, le sol tremblait. Ses grandes lampées résonnaient dans le silence de la nuit. Pendant 5 minutes, il se tint si près de mon roc de lave qu'en allongeant la main, j'aurais pu toucher les hideuses plumes de son cou. Puis il s'écarta et se perdit parmi les rochers. Je regardai ma montre. Il était 2h30. Largement l'heure, par conséquent, à laquelle il me fallait reprendre ma marche pour réintégrer le camp. Pas de difficulté pour le parcours, j'avais suivi le ruisseau en le gardant sur ma gauche, et il m'avait conduit au lac central. Je savais qu'il était à un jet de pierre du roc de lave où j'étais assis. J'étais euphorique quand je pris le chemin du retour. N'avais-je pas fait du bon travail? Ne ramenais-je pas un joli lot de nouvelles à mes compagnons? Avant tout, il y avait ces cavernes avec des feux, donc la certitude qu'elles étaient habitées par une race de troglodytes. Et puis je pourrais parler du lac central, par expérience, témoigner qu'il abritait d'étranges créatures. J'y avais vu plusieurs aspects de la vie primitive que nous n'avions pas encore aperçus. Je réfléchis, tandis que je marchais, que peu d'hommes au monde auraient pu passer une nuit plus passionnante et ajouter à la science humaine, en quelques heures, tant de connaissances nouvelles. Je remontais la pente en remuant ces pensées dans ma tête, et j'avais atteint un point qui devait se trouver à mi-distance du camp quand un bruit bizarre derrière moi me ramena à ma situation présente.
C'était quelque chose qui tenait l'intermédiaire entre un ronflement et un grognement, profond, grave, très menaçant. Il y avait assurément une bête non loin de moi, mais je ne vis rien, et je me hâtais d'avancer. J'avais franchi près d'1 kilomètre quand brusquement le bruit se répéta, encore, derrière moi, mais plus fort et plus redoutable. Mon cœur s'affola quand je réfléchis que cette bête, quelle qu'elle fût, me suivait. Ma peau se glaça et mes cheveux se hérissèrent. Certes, j'acceptais volontiers l'hypothèse que ces monstres se déchirassent pour obéir à la dure lutte de la vie, mais la perspective qu'ils risquassent de se tourner contre l'homme moderne, de le poursuivre et de le pourchasser, était beaucoup moins réconfortante. Je me rappelais de nouveau le mufle bavant le sang qu'avait éclairé la torche de Lord John. Mes genoux ployaient sous moi et tremblaient. Je m'arrêtai cependant et fis face. Mon regard descendit le long du sentier que la lune éclairait. Tout était aussi tranquille que dans un paysage de rêve. Des éclaircies argentées, les taches sombres des arbustes. Je ne distinguais rien d'autre. Puis une fois encore retentit ce grognement de gorge, beaucoup plus fort, beaucoup plus proche qu'auparavant. Plus de doute, une bête était sur ma trace et se rapprochait de moi. Je demeurais comme un homme paralysé, les yeux fixés sur le terrain que j'avais franchi. Puis tout à coup je la vis, à l'extrémité de la clairière que je venais de traverser. Les buissons remuaient. Une grande ombre foncée se dégagea pour sautiller à cloche-pied au clair de lune. Je dis sautiller à cloche-pied volontairement, car la bête se déplaçait comme un kangourou, sautant sur ses puissantes pattes postérieures et se tenant dressée verticalement, tandis qu'elle recourbait ses pattes antérieures devant elle. Elle était d'une taille énorme, aussi grande qu'un éléphant dressé, ce qui ne l'empêchait pas de se mouvoir avec une grande agilité. Pendant un moment, je la pris pour un iguanodon, étant donné son aspect formidable, et je me rassurai car je savais les iguanodons inoffensifs. Mais, tout ignorant que je fusse, je compris vite qu'il s'agissait d'un animal différent. Au lieu de la tête gentille semblable à celle d'un daim, du grand mangeur de feuilles à 3 doigts, cette bête possédait une tête large, trapue, qui rappelait le crapaud et la bête qui nous avait alarmés dans notre campement. Son cri féroce et l'acharnement qu'elle avait mis à me suivre m'indiquaient plutôt qu'elle appartenait à l'espèce des grands dinosaures carnivores, les animaux les plus terribles qui aient jamais erré sur cette terre. Ce monstre énorme poursuivait ses bonds, baissait périodiquement ses pattes antérieures et promenait son nez sur le sol tous les 20 mètres à peu près. Elle flairait ma trace. Parfois elle se trompait, mais elle la retrouvait vite et continuait d'avancer dans ma direction par petits bonds. Même aujourd'hui, quand je revis cette scène, la sueur perle à mes tempes. Que pouvais-je faire ? J'avais à la main mon arme pour gibier d'eau. Désespérément, je cherchais du regard un rocher ou un arbre, mais j'étais dans une jungle broussailleuse. Et d'ailleurs, je savais que la bête pouvait arracher un arbre aussi facilement qu'un roseau. Ma seule chance résidait dans la fuite. Mais comment courir vite sur ce sol inégal, rude ? J'aperçus juste devant moi une piste bien dessinée dont la terre était dure. Pendant nos expéditions, nous en avions vu de semblables. C'était celle qu'empruntaient les bêtes sauvages. Peut-être là parviendrais-je à m'en tirer, car j'étais un coureur rapide, dans une bonne condition physique. Je me débarrassai de mon fusil de chasse et je courus le plus beau 800 mètres de ma vie. Mes muscles étaient douloureux, j'étais à bout de souffle. Il me semblait que mon gosier allait se rompre par manque d'air. Et pourtant, sachant quelle horreur me pourchassait, je courus. Enfin, je m'arrêtai, incapable de faire un pas de plus. Pendant quelques instants, je crus que je l'avais semé. La piste s'étendait derrière moi et je ne voyais rien. Puis tout à coup, dans un craquement et un déchirement terrible, le bruit sourd des foulées de cette bête géante, ainsi que le halètement de poumons monstrueux, rompirent le silence. Elle était sur mes talons. Elle bondissait de plus en plus vite. J'étais perdu, fou que j'avais été de l'embiner avant de fuir. Lorsqu'elle ne m'avait pas encore vu, elle m'avait pisté à l'odeur, et elle s'était déplacée avec une certaine lenteur. Elle m'avait vu quand j'avais commencé à courir. À partir de ce moment-là, elle m'avait chassé à vue,
car la piste lui avait indiqué par où j'avais bifurqué. Elle contourna un virage en sautillant avec une vélocité extraordinaire. Ses yeux saillants, immenses, brillaient sous la lumière de la lune. Ses énormes dents bien rangées se détachaient dans la gueule ouverte. Je poussai un cri de terreur et recommençai à dévaler la piste. Derrière moi, le souffle de la bête se rapprochait. Je l'entendais de mieux en mieux. Sa foulée courait maintenant presque dans la mienne. À tout moment, je m'attendais à sentir sa poigne s'abattre sur mon dos, et puis soudain je tombais. Mais je tombais dans le vide. Tout autour de moi n'était plus qu'obscurité et silence. Lorsque j'émergeai de l'inconscience, mon évanouissement n'avait pas duré sans doute plus de quelques minutes, je fus assailli par une odeur aussi pénétrante qu'atroce. J'avançai une main dans le noir et elle rencontra un gros morceau de chair, tandis que mon autre main se refermait sur un os de bonne taille. Au-dessus de ma tête se dessinait un cercle de ciel plein d'étoiles, dont la lumière obscure me montra que je gisais au fond d'une fosse. Avec lenteur, je me mis debout et je me sentis contusionné de partout. J'avais mal de la tête aux pieds. Mais mes membres remuaient, mes jointures fonctionnaient. Les circonstances de ma chute me revinrent confusément en mémoire. Alors je levai les yeux, redoutant avec terreur d'apercevoir la terrible tête de la bête se profiler sous le ciel blafard. Mais je ne vis et n'entendis rien. Je me mis en demeure de faire le tour de ma fosse, pour découvrir ce que pouvait contenir ce lieu où j'avais été précipité si opportunément. Le fond avait 7 ou 8 mètres de large. Les parois étaient verticales. De grands lambeaux de chair, ou plutôt de charogne, tant leur putréfaction était avancée, recouvraient presque complètement le sol et dégageaient une odeur abominable. Après avoir trébuché contre ces immondices, je heurtai quelque chose de dur. C'était un piquet qui était solidement enfoncé au centre de la fosse. Il était si haut que ma main ne put en atteindre le bout. Il me sembla couvert de graisse. Je me souvins que j'avais dans ma poche une boîte d'allumettes bougies. J'en frottai une et je pus me faire une opinion précise sur l'endroit où j'étais tombé. Je me trouvais bel et bien dans une trappe, et dans une trappe aménagée de mains d'hommes. Le poteau du milieu, qui avait 3 mètres de long, était taillé en pointe, à son extrémité supérieure, et noirci par le sang croupi des animaux qui s'y étaient empalés. Les débris éparpillés tout autour étaient des lambeaux des bêtes qui avaient été découpées afin que le pieu fût libéré pour une prochaine prise au piège. Je me rappelais que Challenger avait affirmé que l'homme n'aurait pas survécu sur ce plateau, étant donné les faibles armes dont il disposait contre les monstres qui l'habitaient. Mais maintenant, il était évident qu'il avait pu survivre. Dans leurs cavernes à orifices étroits, les indigènes, quels qu'ils fussent, avaient des refuges où les gros sauriens étaient incapables de pénétrer, et leur cerveau évolué avait eu l'idée d'établir des trappes recouvertes de branchages en plein milieu des pistes fréquentées par les bêtes féroces. De celles-ci, la force et la violence se trouvaient donc vaincues. La paroi n'était pas en pente si raide qu'un homme agile ne pût l'escalader, mais j'hésitai longtemps avant de me risquer. N'allais-je pas retomber dans les pattes de l'ignoble bête qui m'avait poursuivi ? N'était-elle pas tapie derrière quelque fourré, guettant une proie qui ne pouvait manquer de reparaître ? Je repris courage cependant en me remémorant une discussion entre Challenger et Summerlee sur les habitudes des grands sauriens. Tous deux étaient tombés d'accord pour affirmer qu'ils n'étaient pas intelligents, que dans leur cervelle minuscule, il n'y avait pas de place pour la raison et la logique, et que s'ils avaient disparu du reste du monde, c'était surtout à cause de leur stupidité congénitale qui les avait empêchés de s'adapter à de nouvelles conditions d'existence. Si la bête me guettait, autant dire qu'elle avait compris ce qui m'était arrivé, et qu'elle était donc capable de faire une liaison entre la cause et l'effet. Il était assez peu vraisemblable qu'une bête sans cervelle, inspirée uniquement par un instinct de férocité, se maintint à l'affût après ma disparition. Sans doute avait-elle dû être étonnée, puis elle était partie ailleurs en quête d'une autre proie. Je grimpai jusqu'au bord de la fosse pour observer les environs. Les étoiles affadissaient leur éclat. Le ciel blêmissait et le vent froid du matin me souffla agréablement au visage. De mon ennemi, je ne décelai aucun signe. Alors, lentement, j'émergeai de toute ma taille, sortis et m'assis sur le sol, prêt à sauter dans la trappe si un danger quelconque surgissait.
Rassuré par le calme absolu et la lumière du jour qui se levait, je pris mon courage à deux mains et redescendis la piste que j'avais empruntée pour m'enfuir. Au passage, je ramassai mon fusil et trouvai bientôt le ruisseau qui m'avait servi de guide, tout frémissant encore de mon horrible aventure, et je repris le chemin du Fort Challenger, non sans lancer de temps à autre derrière moi un regard inquiet. Et soudain un bruit me rappela mes compagnons absents. Dans l'air paisible et clair du petit matin, j'entendis au loin le son aigu, brutal d'un coup de fusil. Je m'arrêtai pour écouter. Mais plus rien ne parvint à mes oreilles. Je me demandais si un danger subit n'avait pas fondu sur eux. Mais une explication plus simple et plus naturelle me traversa la tête. L'aube était levée et il s'était imaginé que je m'étais perdu dans les bois. Aussi avait-il tiré ce coup de feu pour que je pusse repérer le camp. Certes, nous avions pris la ferme résolution de nous abstenir d'user de nos armes, mais je réfléchis que s'il m'avait cru en danger, il n'aurait pas hésité. C'était donc à moi de me hâter pour les rassurer le plus tôt possible. Comme j'étais fatigué, je n'avançais pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Du moins étais-je revenu dans les régions que je connaissais. Je revis le marais aux ptérodactyles. Sur ma gauche, en face, il y avait la clairière aux iguanodons. Maintenant, je me trouvais dans la dernière ceinture boisée qui me séparait du Fort Challenger. Je poussai un cri joyeux pour dissiper leurs craintes. Un silence de mauvais augure fut la seule réponse que j'obtins. Mon cœur s'arrêta de battre. Vite, je pris le pas de course. La zareba était devant moi, telle que je l'avais laissée, mais la porte était ouverte. Je me précipitai à l'intérieur. Dans la froide lumière matinale, ce fut un terrifiant spectacle qui s'offrit à mes regards. Nos affaires étaient éparpillées sur le sol dans un désordre inexprimable. Mes compagnons avaient disparu. Auprès des cendres fumantes de notre feu, l'herbe était tachée de sang. Une mare écarlate me fit dresser les cheveux sur la tête. Je crois que pendant quelques instants, je perdis littéralement la raison. Je me rappelle vaguement, comme on se rappelle un mauvais rêve, avoir couru tout autour du camp et fouillé les bois en hurlant les noms de mes camarades. L'ombre ne m'apporta aucun écho. Le désespoir m'envahit. Ne les reverrai-je jamais ? Étais-je donc abandonné à mon funeste sort sur cette terre maudite ? Puisqu'il n'existait aucun moyen de descendre dans le monde civilisé, allais-je devoir vivre et mourir dans ce pays cauchemardesque ? Ce fut seulement à cet instant que je réalisai combien j'avais pris l'habitude de me reposer sur mes compagnons, sur la sereine confiance en soi de Challenger, sur le sang-froid et l'humour de Lord Roxton. Privé d'eux, j'étais comme un enfant dans le noir, impuissant et tremblant. Je ne savais ni quoi faire, ni comment agir. Tout de même, je me mis à réfléchir. Qu'était-il donc arrivé à mes compagnons ? L'aspect désordonné du camp indiquait qu'une sorte d'attaque s'était produite, et le coup de fusil révélait sans doute l'heure à laquelle elle avait eu lieu. Qu'il n'y en eût qu'un de tiré, voilà qui prouvait que l'attaque avait réussi en quelques secondes. Les armes étaient demeurées sur le sol, et l'une d'elles, le fusil de Lord John, avait une cartouche vide dans la culasse. Les couvertures de Summerlee et de Challenger à côté du feu suggéraient qu'au moment de l'attaque, ils dormaient. Les caisses de munitions et de vivres gisaient éparses dans un fouillis incroyable, ainsi que nos pauvres caméras et leurs plaques. Mais aucune ne manquait. D'autre part, toutes les provisions étalées à l'air, et je me rappelais qu'il y en avait une grande quantité, avaient disparu. Par conséquent, l'attaque avait été déclenchée par des animaux et non par des indigènes qui auraient tout emporté. Mais s'il s'agissait d'animaux, ou d'un seul terrible animal, qu'étaient donc devenus mes compagnons ? Une bête féroce les aurait sûrement dévorés et aurait abandonné leurs restes. Je voyais bien une hideuse mare de sang, seul un monstre comme celui qui m'avait poursuivi pendant la nuit aurait été capable de transporter une victime aussi facilement qu'un chat une souris. Et dans ce cas, les autres l'auraient poursuivi ? Mais ils n'auraient évidemment pas oublié de prendre leur fusil. Plus j'essayais de produire avec mon cerveau épuisé une hypothèse qui concordât avec les faits, moins je trouvais d'explications valables. Et dans la forêt, je ne décelais aucune trace qui pût m'aider. Je battis même si consciencieusement les environs que je me perdis et que je ne revins au camp qu'après 1 heure de marche errante. Tout à coup, une pensée me vint qui ranima en moi l'espoir. Je n'étais pas absolument seul au monde. En bas de l'escarpement et à portée de voix,
Le fidèle Zambo devait attendre mes ordres. Je me rendis sur le rebord du plateau et regardai par-dessus le gouffre. Naturellement, il était là, accroupi parmi des couvertures, près de son petit camp. Mais à ma stupéfaction, un autre homme était assis en face de lui. Mon cœur tressaillit de joie, car je crus d'abord que c'était l'un de mes compagnons. Mais un deuxième coup d'œil dissipa cette erreur. Le soleil levant éclaira le visage rouge de l'homme. C'était un Indien. J'appelai, j'agitai mon mouchoir. Zambo m'entendit, me fit signe de la main et grimpa sur le piton rocheux. Quelques instants plus tard, il était debout, tout près de moi, et il écouta avec un chagrin sincère l'histoire que je lui contais. « C'est le diable qui les emportait, Massa Malone. Vous avez pénétré dans le pays du diable, pardi, et c'est le diable qui s'est vengé. Vous voulez mon avis, Massa Malone? Descendez vite, sinon il vous aura à votre tour. » « Mais comment pourrais-je descendre, Zambo ? » ?»« Sur les arbres, il y a des lianes, Massa Malone. Jetez-les-moi, je les lierai bien fort, et ainsi vous aurez un pont pour passer. » « Nous y avions pensé. Le malheur est qu'il n'y a pas de lianes assez solides. »« Il faut envoyer chercher des cordes, Massa Malone. »« Envoyer qui? Et où ? » ?»« L'Indien. Les autres l'ont battu et lui ont volé sa paix. Il est revenu vers nous. Il est prêt à prendre une lettre, à aller chercher une corde, n'importe quoi. » « Prendre une lettre ? Pourquoi pas ? Peut-être pourrait-il chercher du secours. En tout cas, il rapporterait l'assurance que nous n'avions pas donné nos vies pour rien. La nouvelle que nous avions gagné une bataille pour la science parviendrait à nos compatriotes. J'avais déjà 2 lettres qui attendaient. Je passerais la journée à en écrire une 3e, et l'Indien les ferait parvenir au monde civilisé. Je donnai donc l'ordre à Zambo de revenir le soir, et j'occupais ma misérable journée à rédiger le récit de mes aventures personnelles de la nuit. J'écrivis également une lettre à remettre à n'importe quel blanc marchand ou marin. J'y exposai la nécessité absolue que l'on confiât des cordes à notre porteur, puisque nos vies dépendaient de ce secours. Je jetai ces documents à Zambo le soir même, ainsi que ma bourse qui contenait 3 souverains anglais. L'Indien reçut la promesse qu'il en recevrait le double s'il revenait avec des cordes. Et maintenant, vous voici à même de comprendre, cher monsieur McArdle, comment cette communication a pu vous parvenir. Vous voici également au courant de tout, pour le cas où vous ne reverriez jamais votre infortuné correspondant. Ce soir, je suis trop las et trop déprimé pour dresser des plans. Demain, il faudra pourtant que je me mette sur la piste de mes malheureux compagnons, tout en demeurant en contact avec le Fort Challenger. Tel est le problème que je dois résoudre absolument. Chapitre 13. Un spectacle que je n'oublierai jamais. Quand le soleil descendit sous l'horizon, je vis la silhouette solitaire de l'Indien se profiler sur la vaste plaine à mes pieds, et je la suivis longtemps du regard. N'était-elle pas notre suprême espoir de salut ? Elle disparut enfin dans les brumes vaporeuses du soir, qui s'étaient levées entre le plateau et la rivière lointaine. Il faisait tout à fait une nuit lorsque, laissant derrière moi la lueur rouge du feu de Zambo, je revins mélancoliquement à notre campement. Néanmoins, je me sentais satisfait. Au moins le monde saurait ce que nous avions fait. Et nos noms ne périraient pas avec nos corps. Ils demeureraient, au contraire, associés pour la postérité aux résultats de nos travaux. Dormir dans ce camp cruellement marqué par le destin était impressionnant, moins effrayant toutefois que la jungle. Et je n'avais le choix qu'entre ces 2 endroits. Par ailleurs, la prudence la plus élémentaire m'imposait de me tenir sur mes gardes, tandis que la nature, d'autre part, vu mon épuisement, réclamait que je me reposasse tout à fait. Je grimpai sur une branche du grand arbre à épices, mais je cherchais en vain un recoin où me percher en sécurité. Je me serais certainement rompu le cou, car, en dormant, je serais tombé. Je redescendis donc et refermai la porte de la zareba. J'allumai 3 feux séparés, en triangle. Je me préparai un souper confortable et je m'endormis comme une masse. Mon réveil fut aussi inattendu qu'heureux. Au petit jour, une main se posa sur mon épaule. Je sursautai, empoignai mon fusil, et tous mes nerfs se tendirent. Mais je poussai un cri de joie. Lord John était agenouillé à côté de moi. C'était lui, et ce n'était pas lui. Il avait perdu son calme, la correction de sa personne, son élégance dans le vêtement.
Il était pâle. Ses yeux élargis avaient le regard d'une bête sauvage. Il haletait en respirant comme quelqu'un qui aurait couru vite et longtemps. Son visage maigre était égratigné, ensanglanté. Ses habits ressemblaient à des haillons. Il n'avait plus de chapeau. Je le contemplais abasourdi, mais il ne me donna pas le temps de l'interroger. Tout en parlant, il rassemblait nos provisions. « Vite, bébé, vite !» cria-t-il. « Chaque seconde compte. Prenez les fusils, ces deux-là. J'ai les deux autres. Maintenant, toutes les cartouches que vous pouvez réunir. Remplissez-en vos poches. À présent, quelques vivres, une demi-douzaine de boîtes de conserve suffiront. Parfait. Ne perdez pas de temps à m'interroger ni à réfléchir. Filons, ou nous sommes pris. » Encore embrumé de sommeil et bien incapable d'imaginer ce que tout cela pouvait signifier, je me mis à courir follement derrière lui à travers la forêt, avec un fusil sous chaque bras et des boîtes de conserve dans les mains. Lord John fit quantité de crochets au plus épais des broussailles. Jusqu'à ce qu'il arrivât devant un fourré, il s'y précipita sans se soucier des épines et me jeta par terre à côté de lui. « Oh !» soufflait-il. « Je crois qu'ici nous sommes en sécurité. Ils iront au Fort Challenger, c'est aussi sûr que 2 et 2 font 4. Ce sera leur première idée, mais je pense que nous les avons déroutés. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je quand j'eus repris une respiration normale. « Où sont les professeurs ? Et qu'est-ce qui nous donne la chasse ?»« Les hommes singes. Seigneur, quelle brute ! Ne parlez pas trop fort car ils ont de longues oreilles, des yeux perçants mais guère d'odorat, pour autant que j'ai pu en juger. C'est pourquoi je ne crois pas qu'ils nous dépistent. »« Où étiez-vous donc, bébé ? Vous vous en êtes bien tiré, hein ?» En quelques phrases, je lui narrai mes aventures. « Plutôt moche, fit-il, quand je parlais du dinosaure et de la trappe. Ce n'est pas tout à fait le pays rêvé pour une cure de repos, hein ? Je m'en doutais, mais je ne l'ai vraiment compris que lorsque ces démons-là nous ont sauté dessus. Les cannibales papous m'ont tué une fois, mais par comparaison à cette armée, c'étaient des anges. » « Comment est-ce arrivé ?»« Au petit jour, hier matin, répondit-il. Nos amis savants, ouvrant les yeux, ils n'avaient pas encore commencé à se disputer. Et puis, tout à coup, il a plu des hommes singes, exactement comme une pluie de grosses pommes quand vous secouez un pommier. Ils avaient dû se rassembler dans l'obscurité, je pense jusqu'à ce que le grand arbre à épis en fût complètement garni. J'en ai abattu un d'une balle dans le ventre, mais avant que nous ayons eu le temps de nous retourner, ils s'étaient jetés sur notre dos. Je les appelle des singes, mais ils avaient aux mains des gourdins et des pierres. Ils baragouinaient un langage incompréhensible, et ils nous ligotèrent les mains avec des lianes. Ce sont donc des animaux bien au-dessus de tous ceux que j'ai fréquentés dans mes explorations. Des hommes singes, voilà ce qu'ils sont. L'anneau manquant, comme ils disent. Ma foi, je préférerais qu'il ait continué de manquer. Ils ont emporté leurs camarades que je n'avais que blessés et qui saignaient comme un porc. Puis ils se sont assis autour de nous. De vrais visages d'assassins, mais des costauds. Aussi grands qu'un homme, mais plus forts. Ils ont de curieux yeux gris vitreux sous des touffes rouges. Ils étaient assis et ils rigolaient. Rigolaient. Challenger n'a pas un cœur de poulet, mais là, il arborait une mine lamentable. Il sauta tout de même sur ses pieds et leur cria d'en finir. Je crois qu'il avait un peu perdu la tête, car il entra dans une fureur épouvantable et les injuria. Comme s'ils étaient de vulgaires journalistes. Et ensuite, qu'ont-ils fait ? J'étais captivé par cette histoire extraordinaire que me chuchotait à l'oreille mon compagnon, dont les yeux vifs ne cessaient de fouiller les environs. Il avait gardé la main sur son fusil chargé. Je croyais que c'était la fin de tout, mais non. Ce fut simplement le début d'une nouvelle ambiance. Ils jacassaient tous ensemble, discutaient, puis l'un d'entre eux alla se placer à côté de Challenger. Vous pouvez sourire, bébé, mais ma parole, on aurait dit 2 cousins germains. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Le vieil homme singe, leur chef, était une sorte de Challenger rouge, à qui ne manquait aucun des signes distinctifs de la beauté de notre distingué camarade. Il les avait plus marqués, voilà tout. Un corps court, de larges épaules, le buste rond, pas de cou, une grande barbe rouge en fraise, des sourcils hérissés en touffe, dans les yeux le « qu'est-ce que ça peut vous fiche, aller au diable ?» Bref, tout le répertoire.
Quand l'homme singe qui était venu se placer à côté de Challenger lui mit la patte sur l'épaule, c'était parfait. Summerlee se laissa aller à une crise d'hystérie, et il rit aux larmes. Les hommes singes se mirent à rire eux aussi, ou du moins ils émirent je ne sais quelle friture avec leur bouche. Puis ils se mirent en devoir de nous emmener dans la forêt. Ils ne se hasardèrent pas à toucher nos fusils non plus qu'à toutes les choses qui étaient enfermées. Sans doute les jugeaient-ils trop dangereuses. Mais ils emportèrent toutes nos provisions visibles. Summerlee et moi-même fûmes plutôt malmenés en route. Ma peau et mes vêtements sont là pour le prouver. Car ils nous firent passer à travers les ronces à vol d'oiseaux. Eux s'en moquent, ils ont une peau dure comme du cuir. Challenger, lui, ne souffrit de rien. 4 hommes singes le transportèrent sur leurs épaules, et il s'en alla comme un empereur romain. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le lointain, nous entendîmes un bruit sec de cliquetis. On aurait dit des castagnettes. « Ils sont par là !» murmura mon camarade tout en glissant des cartouches dans le second canon de son express. « Chargez vos fusils, bébé. Je vous jure que nous ne serons pas pris vivants. Ils font ce chahut-là quand ils sont furieux. Ma foi, nous avons quelque chose qui les rendra encore plus furieux s'ils nous attaquent. Les entendez-vous à présent? Je m'attends à ce qu'ils poursuivent leurs recherches dans toute la forêt. En attendant, écoutez le récit de nos malheurs. Ils nous transférèrent dans leur cité. Imaginez un millier de huttes en branchage dans un grand bouquet d'arbres, près du rebord de l'escarpement, à 5 ou 6 kilomètres du Fort Challenger. Ces animaux répugnants me palpèrent sur tout le corps. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais redevenir propre. Ils nous attachèrent, le type qui s'occupa de moi aurait pu ligoter une famille entière. Et ils nous obligèrent à nous étendre, les orteils pointant vers le ciel sous un arbre. Une grande brute, avec un gourdin à la main, montait la garde. Quand je dis « nous », il s'agissait seulement de Summerlee et de moi-même. Le cher vieux Challenger avait été hissé sur un arbre. Il mangeait des pommes de pin. Il vivait la grandeur de sa vie. Je dois dire qu'il s'arrangea pour nous porter des fruits et que de sa propre main il défit nos liens. Si vous l'aviez vu assis sur son arbre, accouplé avec son frère jumeau et chantant à pleine voix « Sonnez, sonnez, cloche de nos cathédrales !» car sa voix de basse roulante avait le don de mettre nos geôliers de bonne humeur. Vous auriez bien ri. Mais nous n'étions guère en humeur de rire, vous le devinez. Les hommes singes avaient tendance sous réserve à le laisser agir comme bon lui semblait. Mais autour de nous, il montait une garde sévère. Notre seule consolation était de penser que vous n'aviez pas été pris et que vous aviez mis vos archives à l'abri. Eh bien, bébé, je vais maintenant vous dire quelque chose qui vous étonnera. Vous dites que vous avez vu des traces d'humanité et des feux, des trappes et bien d'autres choses. Mais nous avons vu des indigènes en personne. Ce sont de pauvres diables, des petits bonshommes rabougris, et rien de plus. Il semble que les hommes occupent un côté de ce plateau, là-bas où vous avez découvert les cavernes, et que les hommes singes occupent ce côté-ci. Il semble également qu'ils se livrent les uns les autres une guerre sanglante. Voilà la situation jusqu'à un nouvel avis. Bien, hier les hommes singes se sont emparés d'une douzaine d'hommes et les ont fait prisonniers. Jamais dans votre vie vous n'avez entendu un tel concert. Les hommes étaient de petits types rouges qui avaient été mordus et griffés au point qu'ils pouvaient à peine marcher. Les hommes singes en mirent 2 à mort pour commencer. À l'une des victimes, ils arrachèrent presque complètement le bras. C'était parfaitement ignoble. Ces hommes sont de petits guerriers courageux. Ils ne poussèrent aucun cri. Mais ce spectacle nous rendit malades. Summerlee s'évanouit, et Challenger en eut plus qu'il ne put en supporter. Je crois qu'ils ont disparu, hein. Nous écoutâmes intensément, mais seuls les appels des oiseaux s'égrinaient dans la forêt paisible. Lord John reprit le cours de son récit. « Je crois que vous avez eu la chance de votre vie, bébé. C'est parce qu'ils étaient occupés avec ces Indiens qu'ils vous oublièrent. Sinon, ils seraient retournés au camp et ils vous y auraient accueillis. Certainement, vous aviez raison quand vous affirmiez qu'ils nous surveillaient depuis le début, et ils savaient très bien qu'un de nous manquait à l'appel. Heureusement, ils ne pensaient plus qu'à leur nouveau coup de filet. Voilà pourquoi ça a été moi, et non les hommes singes, qui vous ai mis le grappin dessus ce matin. Car j'aime mieux vous dire que nous avons vécu ensuite un horrible cauchemar. Ah, Seigneur, vous vous rappelez ? Vous rappelez-vous le champ de bambou pointu où nous avons trouvé le squelette d'un Américain ? Eh bien, il est situé juste au-dessous de la cité des hommes singes,
et c'est là qu'ils font sauter leurs prisonniers. Je suis sûr que si nous allions y regarder de près, nous découvririons quantité d'ossements. Sur le rebord de l'escarpement, ils se livrent à une sorte de parade, à toute une cérémonie. L'un après l'autre, les pauvres diables doivent sauter. Pour le public, le jeu consiste à regarder s'ils sont mis en pièces avant ou s'ils sont précipités vivants sur le pal de ces joncs. Ils nous convièrent à ce spectacle. Toute la tribu était rangée sur le rebord. 4 Indiens sautèrent. Les joncs les transpercèrent comme des aiguilles une motte de beurre. Rien d'étonnant que les roseaux aient écartelé notre pauvre Américain. C'était horrible mais passionnant. Nous étions tous fascinés quand ils plongeaient, car nous attendions notre tour. Eh bien, notre tour n'est pas venu. Ils ont conservé 6 Indiens pour aujourd'hui, du moins à ce que j'ai compris, mais ils nous réservaient la vedette américaine. Challenger pourra peut-être s'en tirer, mais Summerlee et moi figurions sur la liste. Ils s'expriment autant par signes que par paroles, et il n'est pas trop difficile de les comprendre. Alors je me suis dit que c'était le moment d'intervenir. J'avais vaguement échafaudé un plan, et en tout cas j'avais quelques idées fort claires en tête. Tout reposait sur moi, car Summerlee n'était plus bon à rien et Challenger ne valait guère mieux. La seule fois qu'ils se sont trouvés l'un près de l'autre, ils se sont chamaillés parce qu'ils ne pouvaient pas tomber d'accord sur la classification de ces démons à tête rouge qui nous tenaient captifs. L'un affirmait qu'ils relevaient du Dryopithecus de Java, l'autre soutenait qu'ils appartenaient à la famille des pithécanthropes. Des fous, hein, des maboules. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'avais en tête 1 ou 2 idées utiles. La première était que sur un terrain ouvert, ces brutes ne couraient pas aussi vite qu'un homme. Ils ont des jambes courtaudes, arquées, et des corps lourds. Challenger lui-même pourrait leur rendre une dizaine de mètres. Dans un sprint, tandis que vous et moi battrions tous les records. Ma deuxième idée était qu'ils ignoraient tout des armes à feu. Je ne crois pas qu'ils aient réalisé comment j'avais blessé leurs camarades. Alors si nous pouvions récupérer nos fusils, tout changerait. De bonne heure ce matin, donc, je suis intervenu. J'ai asséné à mon gardien un direct à l'estomac qu'il a étendu pour le compte, et j'ai piqué ma course jusqu'au Fort Challenger. Là, je vous ai trouvé, j'ai pris les fusils, et nous voilà planqués ici en attendant mieux. « Mais les professeurs » m'écriai-je consterné. « Eh bien, il nous reste à retourner les chercher. » Et je ne pouvais pas les amener avec moi. Challenger était sur son arbre, et Summerlee n'aurait pas tenu le coup. La seule chance consistait à récupérer les fusils d'abord et à tenter un sauvetage. Évidemment, ils ont pu entre-temps les massacrer pour se venger. Je ne pense pas qu'ils toucheront à Challenger, mais je ne réponds de rien pour Summerlee. De toute façon, ils l'avaient à leur merci. Voilà pourquoi je ne crois pas que ma fuite ait aggravé la situation. Mais l'honneur nous commande de retourner et de les sauver, ou de voir ce qu'il est advenu d'eux. Donc bébé, prenez votre courage à deux mains, car avant ce soir, nous aurons vaincu ou péri. J'ai essayé d'imiter ici la manière de parler de Lord Roxton. Ces phrases brèves et caustiques, le ton mi-ironique, mi-insouciant qu'il prit pour me faire son récit. Mais c'était un chef né. Plus le danger se précisait, plus sa désinvolture se donnait libre cours. Il parlait avec une verve endiablée. Ses yeux froids brillaient d'une vie ardente. Sa moustache à la Don Quichotte frétillait d'excitation. Son amour du danger, son sens dramatique de l'existence, sa conviction qu'un péril était un sport comme un autre, un match entre vous et le destin, avec la mort comme enjeu, faisaient de lui un compagnon incomparable pour des moments pareils. Si nous n'avions pas eu à redouter le pire pour nos professeurs, j'aurais participé avec une vraie joie à l'affaire où il m'entraînait. Nous nous levions de notre fourrée quand je sentis sa main sur mon bras. « Sapristi !» fit-il. « Les voici !» De là où nous nous tenions, nous pouvions distinguer une sorte de nef brune, avec des arches de verdure, constituées par des troncs et des branches. Dans cette nef, les hommes singes défilaient l'un derrière l'autre, en tournant la tête de gauche à droite et de droite à gauche, tout en trottant. Leurs mains touchaient presque le sol. Leur démarche accroupie les faisait paraître plus petits, mais ils avaient bien 1,60 m, avec de longs bras et des torses énormes. La plupart portaient des gourdins. À distance, ils ressemblaient à des êtres humains, très déformés et très velus. Je pus les suivre quelque temps du regard,
puis ils se perdirent dans les broussailles. « Ce n'est pas pour cette fois », dit Lord John qui avait relevé son fusil. « Nous ferions mieux d'attendre tranquillement qu'ils aient terminé leurs recherches. Ensuite nous verrons si nous pouvons revenir à leur cité et les frapper au plus sensible. Donnons-leur 1 heure, et nous nous mettrons en route. » Nous occupâmes nos loisirs en ouvrant une boîte de conserve et en prenant notre petit déjeuner. Depuis la veille au matin, Lord Roxton n'avait mangé que quelques fruits, et il dévora avec l'appétit d'un homme affamé. Puis nos poches étant bourrées de cartouches, nous partîmes avec un fusil dans chaque main pour notre opération de sauvetage. Avant de partir, toutefois, nous repérâmes soigneusement notre petite cachette dans les fourrés et sa position par rapport au Fort Challenger, afin que nous puissions y revenir en cas de besoin. Nous traversâmes les broussailles, en silence, jusqu'aux abords de notre vieux camp. Nous fîmes halte, et Lord John m'expliqua son plan. « Tant que nous sommes au milieu de la forêt, ces bandits nous dominent, me dit-il. Ils peuvent nous voir, et nous ne les voyons pas. Mais en terrain dégagé, c'est différent. Là, nous nous déplaçons plus vite qu'eux. C'est pourquoi nous devons nous maintenir le plus possible en terrain ouvert. Le bord du plateau possède moins de gros arbres que l'intérieur des terres. Nous le longerons de près. Marchez lentement, ouvrez vos yeux et tenez prêt votre fusil. Surtout, ne vous laissez jamais capturer tant qu'il vous restera une cartouche. Voilà, bébé, mon dernier mot. » Quand nous atteignîmes le rebord de l'escarpement, je me penchai et vis notre bon Zambo qui fumait paisiblement sur un rocher en dessous de nous. J'aurais donné beaucoup pour l'alerter et l'informer de notre situation. Mais nos voix auraient pu donner l'alarme. Les bois semblaient regorger d'hommes singes. Constamment, nous entendions leur bizarre langage qui résonnait comme un cliquetis. Aussitôt, nous plongions dans le fourré le plus proche et nous restions immobiles jusqu'à ce que tout bruit eût disparu. Autant dire que nous n'avancions que très lentement. Et ce ne fut qu'au bout de 2 heures que je compris, d'après certains mouvements prudents de Lord John, que nous n'étions pas loin de la cité des hommes singes. Il me fit signe de m'étendre, de ne pas bouger, et lui-même rampa en avant. 1 minute plus tard, il était de retour. Son visage était bouleversé. « Venez, dit-il, venez vite. Je prie Dieu pour que nous n'arrivions pas trop tard. » Je me mis à trembler d'excitation nerveuse tout en approchant à 4 pattes d'une clairière qui s'ouvrait derrière les buissons. Alors je vis un spectacle que je n'oublierai jamais avant le jour de ma mort. Si singulier, si incroyable que je me demande comment vous le présenter. Dans quelques années, pourrais-je croire encore que je l'ai vu ? Dans quelques années, à condition que je sois encore en vie et que je puisse retrouver le confort du club des sauvages. Je suis sûr que tout cela me paraîtra un cauchemar épouvantable, une sorte de délire dû à des fièvres. Pourtant, je vais le décrire, puisque j'en ai le souvenir frais, et un homme, au moins celui qui gisait couché dans l'herbe humide à côté de moi, témoignera que je n'ai pas menti. Un espace large, bien dégagé, s'étendait devant nous sur plusieurs centaines de mètres. Rien que du gazon vert et des fougères basses jusqu'au rebord de l'escarpement. Autour de cette clairière, il y avait un demi-cercle d'arbres, bourrés branche sur branche de curieuses huttes en feuillage. Qu'on imagine une rouquerie, chaque nid constituant une petite maison. Toutes les ouvertures des huttes et les branches des arbres étaient peuplées d'une foule compacte d'hommes singes qui devaient être, vu leur taille, les femelles et les petits de la tribu. De ce tableau, il formait l'arrière-plan, et il regardait avec un intérêt passionné une scène qui nous stupéfia. Sur la pelouse, près du bord de l'escarpement, plusieurs centaines de ces créatures à poils rouges et longs étaient rassemblées. Il y en avait d'une taille formidable, mais tous étaient horribles à regarder. Une certaine discipline régnait parmi eux, car aucun n'essayait de déborder de la ligne qu'ils formaient. Devant se tenait un petit groupe d'Indiens, aux muscles frêles, et dont la peau était d'un brun tirant sur le rouge. Cette peau luisait au soleil comme du bronze bien astiqué. Un homme blanc, grand et maigre était debout à côté d'eux. Il avait croisé les bras et baissé la tête. Toute son attitude exprimait l'horreur et le dégoût. Sans aucun doute, c'était bien la silhouette anguleuse du professeur Summerlee.
Autour de ce groupe de prisonniers, il y avait plusieurs hommes singes qui les gardaient de près et qui rendaient toute évasion impossible. Puis nettement à part et tout près du rebord de l'escarpement, se détachaient deux créatures, si bizarres et, en d'autres circonstances, si grotesques, qu'elles attirèrent mon attention. Autour de ce groupe de prisonniers, il y avait plusieurs hommes singes qui les gardaient de près et qui rendaient toute évasion impossible. Puis, nettement à part et tout près du rebord de l'escarpement, se détachaient deux créatures, si bizarres et en d'autres circonstances si grotesques qu'elles attirèrent mon attention. L'une était notre compagnon, le professeur Challenger. Les débris de sa veste pendaient encore à ses épaules, mais sa chemise avait été arrachée et sa grande barbe se confondait avec le fouillis noir des poils de sa poitrine. Il avait perdu son chapeau. Ses cheveux, qui avaient poussé fort longs depuis le début de nos aventures, se hérissaient en désordre sur sa tête. En un seul jour, le produit sensationnel de la civilisation moderne s'était métamorphosé en un sauvage de l'Amérique du Sud. À son côté se tenait son maître, le roi des hommes singes. Lord John ne s'était pas trompé en affirmant que le roi des hommes singes ressemblait au professeur Challenger, avec cette unique différence qu'il avait la peau rouge. Même charpente, trapue et massive, mêmes épaules larges, même manière de laisser pendre les bras, même barbe frémissante tombant jusque sur le torse velu. Toutefois, au-dessus des sourcils, le front bas, oblique et le crâne voûté de l'homme singe contrastaient avec le front haut et le crâne magnifiquement développé de l'Européen. Cela mis à part, le roi était une caricature du professeur. Ce spectacle que je décris bien longuement se grava dans mon esprit en 2 ou 3 secondes, et nous eûmes ensuite bien d'autres sujets de réflexion, car une action dramatique allait se jouer. 2 hommes singes avaient empoigné un Indien, l'avaient sorti du groupe et conduit sur le rebord de l'escarpement. Le roi leva la main, c'était le signal. Ils prirent l'Indien par les bras et les jambes, le balancèrent à 3 reprises avec une violence croissante, puis de toute leur force, ils le lancèrent par-dessus le précipice. Ils y mirent tant de force que le pauvre diable dessina une courbe dans les airs avant de commencer à tomber. Toute la foule, sauf les gardiens, se rua alors vers le rebord de l'escarpement, et une longue pause de silence absolu s'ensuivit, qu'interrompit brusquement un hurlement de joie sauvage. Tous les hommes singes se mirent à bondir dans une danse frénétique, levèrent leurs longs bras poilus jusqu'à ce qu'ils se retirassent du bord de l'escarpement pour se reformer en ligne et attendre la prochaine victime. Cette fois, c'était Summerlee. 2 de ses gardiens le saisirent par les poignets et ils le tirèrent brutalement sur le devant de la scène. Il chancelait sur ses longues jambes maigres, tel un poussin qui sort de l'œuf. Challenger s'était tourné vers le roi et agitait ses mains désespérément, en suppliant que fût épargnée la vie de son camarade. L'homme singe le repoussa rudement et secoua la tête. Ce fut là son dernier geste conscient sur cette terre. Le fusil de Lord John claqua. Le roi s'effondra sur le sol. Le sang s'échappait de lui comme d'une vessie crevée. « Tirez dans le tas, bébé, tirez !» Dans l'âme de l'homme moyen, il y a d'étranges replis couleur de sang. Je suis d'une nature tendre, et il m'est arrivé bien des fois d'avoir la larme à l'œil devant un lièvre blessé. Mais là, j'étais assoiffé de meurtre. Je me surpris moi-même debout, vidant un chargeur, puis un autre, puis rechargeant un fusil, puis le vidant, puis rechargeant le deuxième, puis tirant encore, tout en criant et riant. Je n'étais plus que férocité et joie de tuer. Avec nos 4 fusils, nous fîmes un horrible carnage. Les 2 gardes qui tenaient Summerlee avaient été abattus et le professeur vacillait comme un homme ivre, incapable de réaliser qu'il était libre. La foule des hommes singes courait dans tous les sens, stupéfaite, cherchant à savoir d'où venait cette tempête de mort et ce qu'elle signifiait. Ils gesticulaient, hurlaient, trébuchaient sur les cadavres. Enfin, d'un seul mouvement, ils se précipitèrent tous ensemble dans les arbres pour y chercher un abri, laissant derrière eux le terrain couvert de je ne sais combien de leurs camarades. Les prisonniers demeurèrent seuls au milieu de la clairière.
Le cerveau de Challenger fonctionnait très vite. Il ne tarda pas à comprendre la situation. Il saisit l'ahuri Summerlee par le bras et tous deux coururent vers nous. 2 de leurs gardiens bondirent pour les arrêter, mais Lord John les expédia dans le paradis des hommes singes. Nous nous précipitâmes au devant de nos compagnons et nous leur remîmes à chacun un fusil. Hélas, Summerlee était à la limite de ses forces. C'est à peine s'il pouvait se tenir debout. Et déjà les hommes singes se ressaisissaient. Ils redescendaient de leurs arbres, revenaient par les fourrés pour nous couper la retraite. Challenger et moi entraînâmes Summerlee en le soutenant chacun par un coude, tandis que Lord John, tirant sans relâche sur les enragés qui surgissaient des buissons, couvrait notre retraite. Pendant 2 kilomètres, ces brutes nous talonnèrent. Tout de même, ayant appris à connaître notre puissance de feu, ils abandonnèrent la poursuite pour ne plus avoir à affronter le fusil meurtrier de Lord John. Quand nous regagnâmes le fort Challenger, nous nous retournâmes. Nous étions seuls. Du moins, nous le crûmes. Mais nous nous trompions. À peine avions-nous refermé la porte épineuse de notre zareba que nous tombâmes dans les bras les uns des autres. Puis, haletants et essoufflés, nous nous allongeâmes sur le sol près de notre source. Mais nous n'avions pas encore commencé à nous rafraîchir que nous entendîmes des pas et de doux petits cris derrière notre clôture. Lord John se releva d'un bond, prit son fusil et ouvrit la porte. Là, prosternés sur le sol, les 4 petits Indiens rouges qui avaient survécu au massacre venaient implorer notre protection. Ils tremblaient de peur. Dans un geste expressif, l'un d'eux désigna du doigt les bois environnants pour nous annoncer qu'ils étaient pleins de périls. Après quoi il se précipita vers Lord John, enlaça ses jambes avec ses 2 bras et appuya sa tête contre ses chevilles. « Ça alors !» s'exclama Lord John en tirant sur sa moustache grise avec perplexité. « Dites donc, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là ? Relève-toi, petit bonhomme, ôte ta tête de dessus mes bottes. » Summerlee s'était mis sur son séant et il bourrait sa vieille pipe de bruyère. « Nous ne pouvons les chasser, dit-il. Vous nous avez tous tiré des griffes de la mort. Ma parole, vous avez fait du beau travail. »« Du travail admirable, renchérit Challenger. Admirable. Non seulement nous, en tant qu'individus, mais toute la science européenne prise collectivement, nous vous devons une immense gratitude pour ce que vous avez fait. Summerlee et moi-même, je n'hésite pas à le dire, aurions laissé un vide considérable dans l'histoire moderne de la zoologie si nous avions disparu. Notre jeune ami et vous-même avez été merveilleux. » Il nous dédia son vieux sourire paternel. Mais la science européenne aurait été plutôt surprise si elle avait pu voir l'élu de son cœur et son espoir de demain avec un visage sale et hirsute, un torse nu, des vêtements en lambeaux. Il avait une boîte de conserve entre ses genoux et ses doigts tenaient un gros morceau de mouton froid. L'Indien le regarda, puis avec un petit cri, il replongea vers le sol et se cramponna à la jambe de Lord John. « N'aie pas peur, mon enfant, » dit Lord John en caressant la tête tressée de l'Indien. « Il a du mal à supporter votre image, Challenger, et ma foi, je ne m'en scandalise pas. Tout va bien, petit homme. C'est aussi un homme comme toi et moi. »« Réellement, monsieur ?» protesta le professeur. « Hein ? Vous avez de la chance, Challenger, d'être un tant soit peu hors de l'ordinaire. Si vous n'aviez pas ressemblé au roi... » « Sur mon honneur, Lord John Roxton, vous vous permettez de grandes libertés. »« C'est un fait. »« Je vous prierai, monsieur, de changer de sujet. Vos observations sont tout à fait déplacées et incompréhensibles. La question qui se pose est de décider ce que nous allons faire de ces Indiens. Il faut évidemment les escorter chez eux. Encore devons-nous pour cela savoir où ils habitent. »« Pas de difficulté sur ce point, dis-je. Ils habitent dans les cavernes qui sont de l'autre côté du lac central. » Notre jeune ami sait où ils habitent. Je pense que c'est à une bonne distance. 35 kilomètres à peu près. Summerlee poussa un gémissement. Pour ma part, je ne pourrai jamais y arriver. D'ailleurs, j'entends ces brutes qui sont encore sur nos traces. En effet, du fond des bois jaillit le cri des hommes singes. Les Indiens se relevèrent tout tremblants. « Il faut partir, et vite !» ordonna Lord John. « Vous, bébé, vous aiderez Summerlee. Les Indiens porteront nos provisions. Allons, filons, avant que nous ne soyons repérés. »
En moins d'une demi-heure, nous avions gagné notre refuge parmi les fourrés, et nous nous y dissimulâmes. Toute la journée, nous entendîmes les cris excités des hommes singes. Ces cris venaient de la direction de notre vieux camp, mais personne ne nous dépista, et nous passâmes la nuit à dormir profondément. Rouges ou blancs, nous étions épuisés. Dans la soirée, j'étais déjà en train de sommeiller quand je me sentis tiré par la manche. C'était Challenger, agenouillé auprès de moi. « Vous tenez bien un journal des événements et vous avez la ferme intention de le publier, n'est-ce pas, monsieur Malone ?» me demanda-t-il d'un air solennel. « Je suis ici en qualité de journaliste, répondis-je. »« Très juste. Vous avez pu entendre quelques observations assez sottes de Lord John Roxton, et qui paraissaient conclure à je ne sais quelle ressemblance. Oui, je les ai entendues. Je n'ai nul besoin d'insister sur ceci. Toute publicité faite autour d'une pareille idée, en dehors d'un manque évident de sérieux qui réduirait la portée de votre récit, serait considérée par moi comme une offense très grave. Je resterai dans les limites de la vérité. Les remarques de Lord John procèdent souvent de la fantaisie la plus haute. Ainsi est-il capable d'attribuer d'absurdes raisons au respect dont témoignent toujours les races non développées à l'égard du caractère et de la dignité. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Je laisse donc à votre discrétion le soin de traiter cette affaire. Il s'interromput, se tut, puis reprit. Le roi des hommes singes était d'ailleurs une créature extrêmement distinguée, une personnalité très forte et d'une intelligence supérieure. Vous n'en avez pas été frappé? Une créature très remarquable, en effet, dis-je. Rassuré, le professeur se recoucha et s'endormit paisiblement.